Bonjour à vous, qui êtes-vous sans être moi? Aujourd'hui, plus que nul autre jour, vous allez entendre l'écho de la destinée qui semble rester au loin tout en hurlant à celui qui l'écoute. Chais! Aujourd'hui, on parle d'Henri d'Artois, comte de Chambord. Henri naît pourtant dans un contexte favorable à sa famille. Quelques années plus tôt, l'ambiance était tout autre dans sa smala. Son grand-oncle s'étant fait raccourcir d'une tête le 21 janvier 1793. Oui, si vous avez suivi à l'école, vous avez déjà compris. Henri est le petit-neveu de Louis Croix V. Bâton et le petit-fils du frère de ce dernier, le roi Charles X. Quoi, jeune Pégu? Tu ne savais pas qu'il y avait eu un roi après Louis XVI? Mais tu m'en laisses baba. Laisse-moi te remplir les trous historiques avec ce petit rappel de ce qu'il se passe après Loulou le raccourci. Rewind. Alors, quelques éléments de contexte. Le 10 août 1792, la monarchie disparaît. Elle est dead, la meuf. Elle laisse la place à ce qu'on appelle communément la Première République. On va passer les détails, mais la prime rep, c'est pas la joie et la stabilité. En réalité, vont se succéder trois régimes politiques durant celle-ci. En premier lieu, la Convention nationale avec la Terreur. Ça s'arrête avec la chute de Robespierre. Alors, la chute, c'est un terme commode pour dire qu'on l'a coupé comme un cigare, le gars. Après, il y a le directoire, puis le consulat. Et là, stupeur et tremblement, bim! Coup d'état de Napoléon Boloft. L'Empire c'est pas mieux et il s'achève avec le départ de Napoléon, surnommé dès lors Napo le Somme. Et là vous vous dites, bah bim, retour à la République et c'est reparti. Non, jeune couillon du Poitou. C'est la restauration pas si rapide des Bourbons sur le trône. En effet, il y a restauration de la monarchie. C'est la partie que vous avez tendance à oublier. Alors on récupère la monarchie dans le bac à compost et bah en ligne directe on fout le frère de Louis le raccourci sur le trône. Ce sera donc Louis XVIII. Oui, je sais. Après Louis XVI, ça devrait être Louis XVII, je suis pas con. Louis XVII, c'était le fils de Louis XVI. Et il est mort dans un cachot, comme une loque. Donc, Louis XVIII arrive sur le trône et il fait des trucs quoi. Mais Napoléon, il revient. L'empereur est de retour, comme dans un épisode de Star Wars, mais en bien fait. Louis XVIII s'enfuit comme un couillon parce qu'il a les miquettes pour son cul et qu'il s'y prend comme un manche. Napoléon finit par perdre au water-polo et s'en va en dos crawlé à Sainte-Hélène pour y crever. Louis XVIII revient, mais le bon peuple de France se dit Hé, le roi, il a un peu chié dans son froc plutôt que de gérer la situation. Mais il est mauvais. Du coup, c'est le bordel dans le royaume. Et il finit par crever en 1824 suite à une gangrène qu'il a littéralement fait pourrir sur place. C'est dégueulasse. Il laisse ainsi sa place et une vilaine tache sur ses draps au dernier frère qui devient Charles X. Charles X, il est à l'aise. Il a les roustons en titane et des soutanes de froid, des foutanes de soie, des soutiens de poids. Charlie, il veut un retour à la monarchie d'avant la Révolution. Les parlementaires sont pas contents et son propre gouvernement est en bordel. Il finit par suspendre la liberté de la presse et réduire le nombre d'électeurs. Et Vlan, bien fait pour leur mouille, qu'il se dit. Et bim, révolution de juillet 1830. Il a pas vu venir celle-là. Et c'est là qu'on rejoint notre sujet. Oui, c'était long, mais plus c'est long, comme dit le poète analphabète qui se prend pour un alphacon. Henri d'Artois, né en 1820, n'a pas encore 10 ans. Il est le petit-fils de Charles X. À cet âge, il est déjà dans la mouise. Charles X, le roi, va abdiquer. Il va abdiquer parce qu'il y a une sale ambiance dans le royaume. Et alors qu'il sent le couperet venir, son propre cousin, Louis-Philippe d'Orléans, lance sa candidature pour prendre la suite. Alors Louis X lâche le trône. Mais il est censé revenir à son propre fils, le dauphin, Louis-Antoine de France, qui devient un semblant de Louis XIX pendant 3/4 d'heure. Charles demande aussi à son fils d'abdiquer, en faveur du jeune duc de Bordeaux, notre Henri, susnommé d'Artois, et non pas nommé sus, ce qui serait déplaisant. Henri d'Artois n'était pas censé régner. Il était deuxième dans la ligne de succession après son oncle Louis-Antoine. L'astuce est la suivante. Henri est trop jeune pour régner, donc il lui faut un régent. Et ce régent doit être Louis-Philippe, le cousin candidat au trône. Henri se retrouve donc le cul en lévitation au-dessus du trône pendant quelques heures, lorsque celui-ci se dérobe sous son quasi-royal fessier.
Louis-Philippe se dit balèque et se fait proclamer roi sous le titre de Louis-Philippe Ier. C'est sous cette monarchie de juillet que le jeune Henri va prendre ses valises et se tirer d'Arda. Faut dire qu'il est connu le gamin. Son père a été assassiné alors que sa mère était enceinte, et il est vu depuis sa naissance comme l'enfant du miracle, le dernier descendant de la branche aînée des Bourbons. C'est dire que son oncle Louis-Antoine avait du talc dans les sacoches et était notoirement impuissant. Le gamin est devenu à sa naissance le rejeton le plus titré d'Europe, descendant de Hugues Capet par son père et de François Ier par sa mère. Il a tellement la cote que ses fans royalistes vont faire une cagnotte litchi pour lui acheter le château de Chambord dans lequel il ne passera que 2 nuits dans toute sa foutue vie. Ça a au moins l'intérêt de lui donner le titre de comte de Chambord que nous utiliserons dorénavant par commodité et je ne parle pas de toilette. Chambord part en exil et ça va durer 41 ans. Pendant cette quarantaine d'années, la France va essayer la monarchie constitutionnelle, nous l'avons dit, mais aussi la République à nouveau, puis le Second Empire et la Troisième République. Henri, comte de Chambord, va de son côté vivre une vie parallèle en attendant que son heure de gloire arrive. Il vit pendant un long moment en Écosse, puis à Prague, et en Autriche dans sa demeure de Frosdorf, un château autrichien. Il est entouré en permanence de courtisans qui le traitent comme un roi en exil. On l'appelle même le roi Henri. Pendant des années, il va y vivre assez éloigné de la réalité. Il y est élevé entre son grand-père, Charles X, et la duchesse d'Angoulême, sa tante. Ils lui font détester la Révolution et la branche cousine de la famille, ces salauds d'Orléans. Faut dire que la duchesse d'Angoulême, l'orpheline du Temple, est la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, alors autant dire que depuis 93, elle cultive son seum au Roundup. Elle n'est pas sélective, la Révolution c'est de la grosse merde, puis c'est tout. Il prépare son programme dans l'attente du trône et vous imaginez bien qu'on n'est pas sur un programme dans l'air du temps. Au bout de 40 ans, surprise, il a une touche. Une opportunité à saisir. L'occasion rêvée. La guerre de 1870 balaye le Second Empire de Napoléon III. Les Prussiens organisent les élections en 1871 et, sublime, la majorité des députés sont monarchistes. Ils s'empressent ainsi de revenir en France avec les dents qui rayent le parquet. Il se rend à Notre-Dame de Paris pour prier, puis à la Sainte-Chapelle, puis aux Tuileries, enfin ce qu'il en reste. Des partisans essayent de lui faire passer l'idée d'accepter une monarchie constitutionnelle et sur le principe il accepte, mais il veut du pouvoir. Pas comme cette tanche de reine d'Angleterre avec ses chapeaux moches. Le problème va venir d'ailleurs. Il se torche avec le drapeau tricolore. Il refuse catégoriquement de l'accepter. Ça lui file la gerbe. Il en a les roustons qui flagellent. Hors de question. Il écrit même un manifeste du drapeau blanc où il écrit « Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d'Henri IV ». Et c'est avec ça qu'il va foirer toutes ses chances de restaurer rapidement la monarchie. 2 ans plus tard, il a toutes ses chances de revenir, car c'est ce que veut la Chambre des députés. Il a même obtenu de la branche cousine la reconnaissance de la priorité sur le trône. Le retour de la monarchie est imminent. On commence à se répartir les rôles à la cour, dans le gouvernement, on achète des carrosses, on décore Paris. On fabrique des cocardes blanches et des drapeaux blancs par dizaines de milliers. On fait même couler des bustes d'Henri V en verre. On va jusqu'à faire frapper des pièces de monnaie à son effigie. Henri se fait confectionner un costume royal. Il est ready. Le cul en lévitation au-dessus du trône, de nouveau. Nous sommes à l'été 1873 et il y a une véritable ferveur populaire. Il est temps de régler la question du drapeau. On lui propose des solutions alternatives. Drapeau tricolore à fleur de lys et tout le bordel. Mais la rumeur court dans la presse. Le futur Henri V pourrait accepter le drapeau tricolore et le changer une fois au pouvoir. Et là, c'est le drame. Henri pique une colère et écrit une lettre à un journal où il s'exprime comme un monarque absolu. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. Je suis le pilote nécessaire, le seul capable de conduire le navire au port parce que j'ai mission et autorité pour cela. Il mise alors sur sa popularité et tente un joli coup de poker. Il arrive en France, ni vu ni connu, et se pointe à Versailles. Il va bouder pendant 10 jours chez un de ses partisans. Il s'attend à ce qu'on vienne le chercher et qu'il puisse entrer victorieux à la Chambre des députés. Il demande même au président de la République, lui-même royaliste, de venir le rencontrer. Il l'envoie bouler. Et c'est ainsi, en jouant la diva, qu'il apprend que le vieux maréchal MacMahon a été renouvelé comme président de la République pour 7 ans. On se dit que d'ici là, le comte de Chambord, capricieux, aura eu le temps de claquer et qu'on pourra mettre un Orléans sur le trône. Un mec qui accepte le drapeau, quoi.
C'est la queue entre les jambes que Chambord rentre en Autriche. Il ne sera jamais roi. Il meurt 10 ans plus tard et sera enterré en Slovénie, à Nova Gorica, avec Charles X, Louis-Antoine et les restes d'espoir d'une restauration de la monarchie en France. On peut même dire que c'est grâce à ce caprice taille maxi que la République a commencé à s'enraciner, tout comme son drapeau tricolore. En conclusion, l'histoire de Chambord est celle de l'instabilité politique de la France pendant tout le XIXe siècle. La tentation de la monarchie n'est jamais loin et la République n'est qu'un modèle à tenter, imparfait, alternatif. La République est d'ailleurs le régime qui mène à l'Empire à 2 reprises. Eh oui, on n'est pas là que pour parler des mecs de la famille royale, on n'est pas chez Stéphane Bern, bordel. Alors, on sera amené à parler de plein de sujets très variés et si vous êtes au rendez-vous, on pourrait même parler de gens moins cons. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors tout ceci n'était qu'un pilote et va donc sûrement être modifié, amendé, muté, bafoué et peut-être même composté. Mais comme dit l'adage, baisse ta culotte, c'est moi qui... Non, je vais pas la faire. Pas encore. Faut laisser une bonne impression. Allez, on prend un appel pour terminer. Monique R, habitante de Haut-d'Ambert dans le 62. Allô Monique? Non mais vous croyez où? Vous croyez quoi là? Vous croyez être aux grosses têtes? Vous voulez la valise? Vous voulez une semaine en village Pierre et vacances? Mais vous rêvez ou quoi? Qu'elle aille se faire peigner, Monique? Je suis pas une agence de voyage, moi. Et elle veut quoi avec ça? Une bonne retraite? La folle.